Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose un exercice corrigé en électrostatique. L'objectif de cet exercice, c'est de pouvoir appliquer le théorème de Gauss sous sa forme locale afin de déterminer le champ créé par une sphère chargée. Je commence par l'énoncé. Alors, soit une boule sphérique grand S1 de centre O de rayon grand R1 chargée en volume, avec une densité volumique de charge ρ pour chaque R inférieur à R1, c'est-à-dire pour chaque point de la sphère, égale ρ0 fois petit r sur grand R1, avec petit r est la variable d'espace en coordonnées sphériques. Donc on a le vecteur OM égale petit r fois UR, avec UR est le vecteur unitaire de la base sphérique UR Uθ Φ. Et ρ0 est une constante positive. Première question. Par des considérations de symétrie, déterminer la direction du champ électrostatique E de M créé par cette boule sphérique et les variables d'espace dont dépend ce vecteur champ électrostatique. Deuxième question. En utilisant le théorème de Gauss sous sa forme locale, donc ici il nous a obligé d'utiliser une méthode, déterminer le champ en tout point M de l'espace. Et il a donné l'expression de la divergence de l'opérateur div d'un vecteur A en coordonnées sphériques. Alors la distribution de charge a cette expression. ρ de R inférieur égal à R1 égale à ρ0 fois petit r sur grand R1. Je peux écrire cette expression, si vous voulez, autrement. Donc, ρ de R égale ρ0 fois petit r sur grand R1 pour tout R inférieur égal à grand R1 et 0 ailleurs. Alors, pour une vision plus claire de cette distribution de charge, je vais faire une représentation approximative pour cette densité volumique de charge. On peut la représenter de la façon suivante, donc soit des sphères de centre O, et à chaque fois qu'on s'éloigne du centre, la densité volumique de charge augmente. Alors, tout point appartenant à la sphère est caractérisé par une densité volumique de charge qui a cette expression, et extérieur de la sphère, on n'a rien du tout. Bien, cette région de l'espace étant non chargée. Passons maintenant à l'étude de symétrie. Alors, soit cette sphère de rayon grand R1 caractérisée par cette distribution de charge. Ici, je l'ai représenté avec une couleur unie juste pour avoir quelque chose de plus simple. Tout plan coupant la sphère en deux est un plan de symétrie paire pour la distribution de charge. En particulier, pour tout point M de l'espace, le plan MUR Uθ, c'est-à-dire ce plan, coupe la distribution de charge en deux. En coupant cette distribution de charge, il va passer par ce cercle. Ce plan est un plan de symétrie paire pour la distribution de charge. En effet, pour tout point P de la distribution de charge, caractérisé par la densité ρ de P, son symétrique P' par rapport à ce plan appartient nécessairement à cette distribution de charge et caractérisé par ρ de P' tel que ρ de P égale à ρ de P'. Alors, ce plan est donc un plan de symétrie paire. Donc, le plan MUR Uθ est un plan de symétrie paire pour la distribution de charge. Aussi, pour tout point M de l'espace, le plan MUR Φ. Faites attention, ces deux vecteurs sont deux vecteurs orthogonaux puisque UR et Φ font partie d'une même base orthonormée. Alors, ce plan MUR Φ, c'est-à-dire celui-là, va couper la sphère en deux. Donc, il constitue bien un plan de symétrie paire pour la distribution de charge. En coupant cette sphère, il va passer par ce disque. Et cet hémisphère est identique et symétrique à celle-là. Du coup, tout point P de la distribution de charge, caractérisé par une densité volumique de charge ρ de P,
sont symétriques par rapport à ce plan rose ou bien par rapport à ce disque bleu appartient nécessairement à la distribution de charge et il est caractérisé par une densité ρ de P' telle que ρ de P égale ρ de P'. Donc le plan MUR UFI est un plan de symétrie paire pour la distribution de charge. Or, lorsqu'on a un plan de symétrie paire pour une distribution de charge, le champ E en tout point M de ce plan est contenu nécessairement dans ce plan. En particulier donc, le vecteur champ électrostatique appartient au plan MUR Uθ et il appartient aussi à MUR Φ puisque ces deux plans sont des plans de symétrie paire pour la distribution de charge. Donc le vecteur champ électrostatique appartient à leur intersection. Puisque UR figure dans les deux, donc E va être nécessairement porté par le vecteur UR. Ceci veut dire quoi? Si dans le cas général E a trois composantes, ER, UR plus Eθ, Uθ plus Eφ, Uφ, ici on a trouvé que E va être porté que par U de R, c'est-à-dire les composantes Eθ et Eφ sont deux composantes nulles et E va avoir une seule composante, celle par rapport à UR. Puisque E a une seule composante, celle par rapport à UR, on peut l'écrire alors comme conclusion E de M égale E de M fois U de R. Donc, passons maintenant à chercher les variables dont dépend le vecteur champ électrostatique. Le principe de Curie dit que lorsque certaines causes produisent certains effets, les éléments de symétrie des causes doivent se retrouver dans les effets produits. Mais qu'est-ce qu'on a ici? On a une distribution de charge. Distribution de charge va créer un vecteur champ électrostatique. Donc, la distribution de charge étant la cause, et la conséquence, c'est le vecteur champ électrostatique. Une cause crée une conséquence. Or, et puisque notre distribution de charge, d'après son expression ou bien d'après sa représentation, peu importe, on peut remarquer facilement que ρ ne dépend pas de θ. Donc, puisque la cause ne dépend pas de θ, alors l'effet ne dépend pas de θ. Puis, ρ ne dépend pas de φ. Comme ρ ne dépend pas de φ, alors E ne dépend pas aussi de φ. Il vient alors que, conclusion 2, E, le vecteur champ électrostatique du point M, ne dépend pas de θ, ne dépend pas de φ, dépend uniquement de R. Alors, la densité volumique de charge ne dépend pas de φ, ne dépend pas de θ, d'après le principe de Curie. Donc, le champ ne dépend pas de φ, ne dépend pas de θ. Et on a trouvé que E de M dépend uniquement de la variable R. Et comme on a montré que E va être porté uniquement par U de R, conclusion finale, on peut déduire que le vecteur champ électrostatique en un point M quelconque de l'espace ne dépend que de la variable R, variable d'espace sphérique R, et il est porté par U de R. Passons maintenant à la deuxième question, c'est-à-dire l'application du théorème de Gauss sous sa forme locale afin de déterminer le vecteur champ électrostatique. Or, le théorème de Gauss sous sa forme locale s'écrit divergence du vecteur champ électrostatique égale à la densité volumique de charge sur epsilon 0. Pourquoi cette forme est dite locale? Parce qu'en chaque point M de l'espace, le vecteur champ en ce point M égale la densité volumique de charge en ce point M, localement, sur epsilon 0. Or, d'après les données de l'exercice, la divergence d'un vecteur A en coordonnées sphériques a toute cette expression. C'est-à-dire, si on veut appliquer la divergence pour le vecteur E en coordonnées sphériques, on devrait appliquer tout cet opérateur. Et dans notre cas, le vecteur champ électrostatique n'a pas de composante selon Uθ. De même, Eφ est nul.
Donc, et encore, même ER ne dépend pas de θ, ne dépend pas de phi. E étant porté par U de R, et là, il dépend uniquement que de R. Il vient immédiatement que ce terme va être simplifié, de même pour ce terme. Il vient alors que, dans notre cas particulier, la divergence du vecteur E, le seul terme qui va rester, c'est 1 sur R carré, dérivé par rapport à R de R carré fois E de R. Et cette divergence vaut, d'après la loi, d'après le théorème de Gauss sous sa forme locale, égale à ρ sur epsilon 0. Or, ρ étant une fonction qui est définie par intervalle et n'a pas la même expression partout dans l'espace. Pour cette raison, on est obligé de distinguer entre deux cas. Donc, commençons par le premier cas. Pour R inférieur ou égal à grand R1, divergence de E égale à 1 sur R2 dérivé par rapport à R de R carré fois E de R égale à ρ sur epsilon 0. Et pour R inférieur à grand R1, ρ vaut ρ0 fois petit r sur grand R1. Donc, ça fait ρ0 petit r sur epsilon 0 grand R1. Multipliant par R carré, on trouve que la dérivée par rapport à R de R carré fois E de R égale à ρ0 fois R carré, c'est-à-dire R au cube sur epsilon 0 grand R1. Dérivée par rapport à R d'une fonction égale une constante fois R au cube. Alors, cette fonction, c'est-à-dire R carré fois E de R, égale 1 quart de cette constante, c'est-à-dire ρ0 sur epsilon 0 grand R1 fois R4 plus une constante. Alors, comment peut-on déterminer cette constante? Dans notre cas, on doit chercher un point de cette région où on connaît le champ électrostatique E. Lequel? Or, dans notre cas, tous les plans passant par le centre sont des plans de symétrie paire. Alors, le vecteur champ électrostatique en son centre appartient à tous ces plans. L'intersection de tous ces plans, c'est un point. Le vecteur champ électrostatique pour R égale à 0 est donc nul. Revenons maintenant à cette expression, remplaçant R par 0. Pour R égale à 0, E égale à 0, égale ρ0 sur 4pi epsilon 0 grand R1 fois 0 à la puissance 4 plus une constante. Ceci veut dire que 0 égale à 0 plus constante, ou bien la constante vaut 0. Et enfin, on peut déterminer E de R pour R inférieur ou égal à R1 égale à ρ0, on va diviser par R carré fois R carré sur 4pi epsilon 0 grand R1. Et si on veut chercher le vecteur champ électrostatique, sachant l'étude de symétrie, on sait très bien maintenant que le vecteur champ électrostatique va être porté nécessairement par U de R. Donc, on va multiplier cette composante, cette expression, par U de R. Appliquons de la même manière le théorème de Gauss sous sa forme locale, c'est-à-dire divergence de E égale à ρ sur epsilon 0. Or, div de E dans notre cas a cette expression, et dans cette région, ρ vaut 0, donc cette expression égale à 0. C'est-à-dire la dérivée par rapport à R de R carré fois E de R égale à 0. Bien, maintenant la dérivée par rapport à R d'une fonction égale à 0. Nécessairement, cette fonction est une constante. Bien, E de R égale constante sur R carré. Maintenant, comment peut-on déterminer cette constante? Il suffit de trouver un point de cette région où on connaît le champ électrostatique. Mais on sait très bien que lorsque R inférieur ou égal à grand R1, on sait le champ électrostatique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire dans toute cette zone, en particulier pour R égale à grand R1, on sait à quoi est égal le champ. Or, pour R égale à grand R1, c'est un point commun
à ces deux régions, c'est-à-dire pour R inférieur ou égal à grand R1 et pour R supérieur ou égal à grand R1. Donc on va utiliser la continuité. Quand est-ce qu'on peut appliquer cette continuité pour le champ électrostatique E? Faites attention, le champ E électrostatique est toujours continu à chaque fois qu'on n'a pas une densité surfacique de charge. Et je vais vous montrer dans une prochaine vidéo la discontinuité de champ lorsqu'on a une densité surfacique de charge. Ici, notre densité étant volumique de charge. Donc, pour R égale à grand R1, d'une part, E égale constante sur R1 au carré, donc je remplace R par grand R1 dans cette expression, pour cette région. D'autre part, pour cette région, je remplace le petit r par grand R1, je trouve cette expression. Donc on a égalité entre les deux, je peux alors tirer la constante et ainsi je remplace la constante par son expression et on trouve le champ E pour tout point M extérieur à la sphère. Il vaut ρ0 4 pi epsilon 0 R1 au cube sur R au carré, et le vecteur champ électrostatique, puisqu'il est porté par U de R, s'écrit donc pour tout R supérieur égal à grand R1, ρ0 4 pi epsilon 0 R1 au cube sur R carré, le tout porté par U de R. Et je termine à ce niveau et à la prochaine. Merci.